Le 28 mai 2020, au moment du confinement, la chaîne YouTube du collectif Avant l'orage publie la vidéo Réveillons-nous. C'est un succès immédiat. Elle atteint les 15 millions de vues, toutes plateformes confondues, et fait le tour du monde. L'histoire de Camille Etienne est celle d'une ascension hors norme. À seulement 26 ans, elle est, selon Vanity Fair, l'une des 50 françaises qui a fait 2020. Ses faits d'armes, dénoncer les polluants éternels, ou le plus grand oléoduc chauffé du monde, porté par Total Energy en Afrique de l'Est. Bloquer la 69, ou la plus grande mine de charbon d'Europe située en Allemagne. Et certains la réduisent à la Greta Thunberg française. Mais pourquoi on a besoin de ce genre de périphrase ? Non, Annecy n'est pas la Venise des Alpes, et le Pays Basque n'est pas la petite Californie française. Et puis, ça veut dire quoi, être la Greta Thunberg française ? Comme la Suédoise Greta Thunberg, Camille Etienne incarne cette génération pour qui la lutte contre le réchauffement climatique est vitale. Sauf que justement, elle ne veut pas en faire un combat de génération. Elle n'arrête pas de le dire. Déjà, c'est simplement faux de dire que l'écologie, c'est l'apanage d'une jeunesse. C'est pas vrai. La génération climat, c'est une construction médiatique. Et surtout, c'est aussi un peu dangereux. Donc, c'est pas un combat de génération. Je pense que c'est de l'ordre du diviser pour mieux régner, cette idée de génération. Peut-être que être la Greta Thunberg française, c'est plutôt être une jeune meuf badass qui ne se laisse pas intimider face aux grands décideurs à tête grise. Vous savez combien de personnes sont mortes de la pollution de l'air en France chaque année ? 50 000. D'accord. Plus les chiffres du Covid en tête, mais c'est entre 30 et 40. Donc c'est pas du tout quelque chose ni de court terme, on parle des générations futures, mais si je peux vous dire une chose, c'est que vous êtes tous concernés. L'effet Greta Thunberg, ça serait donc ce moment malaisant où une petite nana rappelle à certains qu'ils ont entre leurs mains le pouvoir d'améliorer les conditions de vie de millions de personnes. Mais ce n'est pas suffisant pour comprendre comment cette activiste de 22 ans est devenue l'égérie française de ceux qui militent pour sauver le vivant. En regardant les vidéos de Camille Etienne, j'ai trouvé que ça dépend de nous. Il nous appartient de prendre ce moment pour donner tort à tous ceux qui nous pensent trop petits, trop tard, trop fous. On sait déjà que ce ne sera pas facile et qu'on n'est même pas sûr de gagner. Mais franchement, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'essayer ? ressemblait beaucoup à ça. Et toi, qu'est-ce qui t'inspire et que tu as laissé tomber ? Je sais que parfois les choses ne se passent pas exactement comme on le désire. Certains abandonnent et finissent par grignoter encore et encore. Ce n'est pas de cette nourriture dont ils ont besoin. D'autres veulent oublier en regardant la télé, mais cela n'éteindra pas leur besoin de vivre ce qui les inspire. Peut-être que tu te dis, oui mais je suis fatigué, j'ai déjà essayé, j'en suis pas capable. C'est des conneries ça. C'est des conneries que la peur te murmure, et tu oses le croire. Commence pas à dire du mal de Camille, je suis trop fan. Du calme, je m'explique. Lui, c'est David Laroche. C'est le coach de développement personnel le plus connu en France. Et les vidéos de motivation, c'est justement le format qu'il a fait connaître. Alors, on peut trouver que les ficelles sont un peu grosses et que ce genre de vidéos de motivation à l'américaine, ça donne franchement la nausée, mais on ne peut pas nier le fait que ces vidéos sont regardées et extrêmement partagées. Sur les centaines de vidéos de la chaîne de David Laroche, les 3 vidéos les plus regardées sont des vidéos qu'on pourrait qualifier de vidéos de motivation. Et elles dépassent toutes les 2 millions de vues. Peut-être qu'au-delà du format commun entre Camille Etienne et David Laroche, ce qui pourrait nous intéresser ici, c'est la similitude du problème à régler. L'un comme l'autre appelle à prendre conscience de l'urgence à agir pour ne pas passer à côté de nos vies, à nous reconnecter à ce qui nous rend fiers et à ne pas nous résigner malgré le doute et la peur. Sortir de notre inaction face à la destruction du vivant est le combat du siècle. Vous ressentez cette impérieuse nécessité De penser plus grand que soi. Penser un peu plus grand que soi-même, penser un peu plus grand que toi-même. mais vous vous sentez tétanisé à l'idée d'agir. Camille Etienne a su insuffler avec fougue et intelligence une note d'espoir à cette génération à qui on promet un monde invivable. S'intéresser à elle nous aide à comprendre l'origine de l'inaction climatique, mais surtout comment sortir de l'impuissance apprise. Camille Etienne est-elle devenue la coach motivation des éco-anxieux ? Peut-être. Mais ce que Camille Etienne et David Laroche ont bien compris, c'est que la clé du passage à l'action, c'est un tout petit peu plus compliqué que des vidéos avec des textes inspirants, de la musique épique et de belles scènes en pleine nature.
Vous connaissez sûrement l'histoire de l'éléphanteau attaché à un petit piquet avec une corde. Petit, il essaye de tirer, il lutte et il échoue. Une fois adulte, l'éléphant pourrait facilement arracher le piquet, mais il ne tente plus rien. Ce conte est l'illustration du concept d'impuissance apprise popularisé par le psychologue Martin Seligman. C'est le moment où on est convaincu d'être face à des situations qu'on ne peut pas changer. Renoncer est une prophétie auto-réalisatrice, car ne rien faire alimente un cercle vicieux. Plus on attend, plus le problème s'aggrave, plus il semble insurmontable, et plus on se sent impuissant. Camille Etienne, en revanche, incarne un autre récit, celui où on tue un à un les 4 boss de l'inaction climatique. Il existe un fossé entre ce que savent les scientifiques et le grand public. Et c'est normal. On a besoin d'intermédiaires, comme peut l'être Camille Etienne, pour rendre les données scientifiques compréhensibles dans notre réalité quotidienne. Mais pour compliquer un tout petit peu les choses, l'industrie pétrolière a investi pas mal d'argent dans de la recherche alternative et quelques think tanks pour produire des éléments de langage pour entretenir l'idée que la communauté scientifique n'est pas vraiment unanime, que tout cela n'est pas si grave. La première étape, c'est donc de revenir au consensus scientifique sur la question. Et il ne suffit pas d'exposer la vérité. C'est l'erreur des scientifiques du climat depuis des décennies. Penser que si le grand public a accès aux données scientifiques sur le problème, c'est le mieux. Ce qui nous amène au deuxième boss de l'inaction climatique. On pense souvent que les catastrophes écologiques arrivent plus tard ou ailleurs. Et plus on est riche, plus on se sent en sécurité, car on a les moyens de se protéger des effets de la crise écologique. Car concrètement, la crise écologique se traduit par de l'inflation. Les agriculteurs manquent d'eau, vous payez vos fruits et légumes plus cher, les minerais se raréfient, vous payez votre électroménager plus cher, on taxe plus durement les énergies fossiles, tous les secteurs de votre vie sont impactés, et votre budget explose. Pollution de l'air, inondations spectaculaires, les coûts d'assurance et de santé sont amortis collectivement. Donc oui, plus vous êtes précaire, ou si vous avez des enfants, et si vous êtes altruiste, plus la situation est effrayante. Il est temps d'avoir suffisamment peur. Des millions de vies sont déjà violemment impactées par la crise écologique. Mais plutôt que de nous écraser, la peur peut être un moteur du soulèvement. Pour cela, il faut accepter que la peur peut être saine et mobilisatrice. Ou comme l'écrit Camille Etienne dans son livre Pour un soulèvement écologique, faire de la peur un instrument de lucidité et d'adaptation. À ce stade, vous avez déjà tué les 2 premiers boss de l'inaction climatique. Mais attention, le suivant est assez perfide. Il peut être tentant de réduire la crise écologique à une approche comptable. Je fais mon bilan carbone, et je me mets ensuite à tout compter. Un peu comme une anorexique avec les calories. Alors que l'enjeu du surpoids, c'est principalement de faire un rééquilibrage alimentaire et d'avoir une meilleure hygiène de vie. Pas de devenir obsédé par les calories. Alors oui, réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre est essentiel. Et oui, on n'améliore que ce qu'on mesure. Mais en poussant l'approche comptable à l'extrême, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est la disparition de l'espèce humaine. Là où justement le sujet, c'est permettre à l'espèce humaine de conserver de bonnes conditions de vie sur Terre. Et le boss final de l'inaction climatique, j'ai nommé pathologiser l'éco-anxiété. Le problème avec l'éco-anxiété, c'est que t'es déprimé. Alors, il y a 2 réactions face à l'éco-anxiété, pathologiser ou politiser. Dit autrement, déprimer et choisir le repli sur soi, ou se révolter et essayer de trouver une nouvelle manière d'être au monde et de faire société. Dans son livre, Camille Etienne écrit « L'éco-anxiété n'est pas une maladie. C'est une réponse saine à un monde malade. C'est normal d'être angoissé, d'avoir envie de fuir. Quand on s'y confronte et qu'on ose ralentir, bifurquer, agir, on trouve au bout du chemin énormément de joie. Contrairement à ce qu'on pense, les militants sont les personnes les plus joyeuses que je connaisse. Face à l'ampleur des défis, il est tentant de se replier sur son quotidien. Mais Camille Etienne nous rappelle que se soulever, c'est se reconnecter à un idéal plus grand que soi, à un élan collectif. On pourrait penser que le succès de Camille Etienne
tient à son audace, En fait, activiste, ça résume mon envie qui est d'impacter le monde. son énergie communicative Et concrètement, à quoi ça ressemble demain? On vivra comment dans 50 ans si on a réussi? Et on fait comment pour y aller aujourd'hui? ou son sens de la formule. On n'était pas là quand ils ont décidé de trouer la couche d'ozone pour sentir bon des dessous de bras. Mais tout ça, ce n'est que des conséquences. Ça n'existe que parce qu'elle a trouvé le mode d'action qui fonctionne pour elle. Et il y en a 3 que je trouve particulièrement inspirants. Premièrement, ce qu'on pourrait appeler l'artivisme. Rapprocher l'art de l'activisme. Revenons sur la vidéo qui a fait d'elle la queen du militantisme climat. Sa prise de parole est illustrée par les mouvements d'une danseuse et le style d'écriture de Camille Etienne est fortement inspiré du slam, avec des rythmes cadencés, des jeux de rimes et la puissance évocatrice des figures de style. Et on retrouve souvent ça chez elle, que ce soit dans les vœux intranquilles de Mediapart. Ils devront se résigner à ne pouvoir vous dissoudre. Et puis si c'était finalement une résistance moins lâche qu'elle n'en a l'air. Je pense cette année aux dignes danses des Iraniennes, au dernier concert dans les bunkers d'Ukraine, aux poèmes écrits sous les bombes, à l'hommage tout en pâte 2 du mari d'Agnès Lassalle, la professeure assassinée dans sa classe, aux dessins gravés sur les murs des camps comme ceux des prisons, au rire qui désarme les puissants. Ou dans sa vidéo Glacier. Il est là, notre héritage. Sous nos yeux. Lever la tête. Réapprendre à voir les glaciers et tout le reste. Se souvenir de l'élégance d'un monde que l'on ne regardait plus. Son deuxième mode d'action, c'est d'être une éco-guerrière. J'emprunte ce terme à Paul Watson et son ouvrage Manuel de l'éco-guerrier. Concrètement, un éco-guerrier, c'est quelqu'un qui est prêt à risquer sa vie pour protéger les baleines ou le vivant non humain de manière générale. C'est la fois la plus violente pour moi en termes de violence policière que je me suis pris. J'ai eu une côte un peu fêlée et je me suis pris des gaz lacrymaux, mais là, j'en étais très proche, on était nassés, c'est-à-dire qu'il y avait des cordons de police des deux côtés et on s'est pris une gaz lacrymo moi sur ma casquette et donc j'avais envie de vomir et j'arrivais plus à respirer en même temps. Enfin, troisième et dernier mode d'action, c'est une déserteuse. Mais si vous savez, ces étudiants de grandes écoles qui bifurquent et renoncent au confort d'une carrière toute tracée dans une grande entreprise. Après Sciences Po, Camille Etienne a choisi de mettre ses privilèges au service du collectif plutôt qu'au service de la croissance du PIB. On vit dans un monde où cette position-là sera extrêmement privilégiée face à des milliers d'autres, simplement pour l'unique raison que je serai née au bon endroit au bon moment avec la bonne couleur de peau. Mais à quelle heure j'accepte ça? Jamais, je me pardonnerai pas. Camille, c'est l'exemple parfait qu'il faut de tout pour être cette nature qui se défend. Certains pour expérimenter et secouer les fondations, d'autres pour réfléchir, saboter un projet écocidaire, pour créer l'économie de la post-croissance. Dans son livre, Camille prend l'exemple du hacker qui donne un coup de main pour protéger la vie personnelle des activistes sur le terrain, ou du serveur dans un restaurant qui accueille les actionnaires de Total et qui laisse une porte ouverte pour permettre à des militants d'entrer. Il existe 1000 manières de vivre votre soulèvement écologique. Pour préparer cette vidéo, j'ai dévoré le livre de Camille Etienne. Et il y a un passage qui m'a particulièrement touchée. C'est quand Camille parle de son ami Jérémy Villiers, un photographe animalier qui fait de longues expéditions en solitaire. Il dort dehors 300 jours par an et passe un paquet d'heures dans la neige et le froid. Elle raconte qu'il incarne à ses yeux une autre manière de faire son soulèvement écologique. Elle milite, lui bifurque. Il se soulève par refus de coopérer et incarne un changement de cap en empruntant des chemins de traverse. Elle écrit « Incarner d'autres manières d'être au monde, d'être vivant, est éminemment politique. C'est-à-dire qu'il peut aussi être un autre projet de société. Déserter, bifurquer, ralentir, dans ce sens, c'est aussi se soulever. Militer et bifurquer sont deux modes d'action complémentaires. Tu peux bloquer la construction d'un aéroport ou faire un métier qui permet à un maximum de gens de voyager en train. Tu peux arrêter de manger de la viande ou permettre aux clients de ton restaurant de découvrir la cuisine végétarienne locale avec la cuisson solaire. Tu peux vivre dans une maison low-tech ou créer un repair café. Le soulèvement est à la fois intime et politique. Il se vit dans notre quotidien, mais aussi dans le lien que nous créons avec d'autres. Donc pour reprendre les mots de Camille, il part de soi
mais n'existe qu'avec d'autres. Et en parlant des autres, je suis sûre que tu connais plein de gens que cette vidéo pourrait aider. Si tu veux permettre à un maximum de gens d'entendre ce message et de réussir leur soulèvement écologique, partage, commente, like, bref, montre à l'algorithme qui c'est le patron. Directeur ou actionnaire, objectif destruction de la vie sur Terre. Des autres irresponsables, les bifs dans la poche, la tête dans le sable. Alors oui, on va vous stopper. Non, on va rien lâcher. Alors oui, faut se résigner. Les énergies fossiles, c'est fini, terminé. On va tous se sevrer. Ce sera plus facile que de vivre sous 3 degrés.